Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 8 avril, au palais présidentiel. Conseil présidé donc comme à l'accoutumée, par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'une des décisions prises au cours de cette session concerne la construction de 6 nouveaux lycées de jeunes filles avec internat. Le salon de l'agriculture et des ressources animales bat son plein. Le Sahara 2015, vous le savez, a ouvert ses portes le 4 avril dernier. Et maintenant, nous y avons rendez-vous avec Noël Niagno. Notre reporter nous parle de la journée de la France. Marqué ce mardi 7 avril, journée du Sahara dédiée à la France, du sceau de la longue tradition d'amitié qui lie leurs deux pays. C'est fait. Côte à côte, les autorités et hommes d'affaires de la France, avec à leur tête Georges Serre, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, et les ministres ivoiriens des eaux et forêts, des ressources animales et halieutiques et de l'agriculture, ont passé en revue aussi bien le pavillon de la Côte d'Ivoire que celui de la France. Dans les stands ivoiriens, elles ont découvert le Conseil Café-Cacao, le Conseil du coton et de l'anacarde, le Centre national de recherche agronomique. Dans les différents stands français, elles ont visité les entreprises exposant dans les filières liées à l'abattage, à l'extrusion des céréales, au traitement de la viande, à l'emballage et à l'embouteillage, à la conservation, au froid, à la mécanique. Toute chose qui a fait dire à Georges Serre au cours de la conférence de presse qu'il a co-animée avec les ministres ivoiriens qu'Abidjan constitue aujourd'hui un hub pour ceux qui veulent investir. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Sangafoua Mamadou Koulibaly, lui, voit dans la 5e journée du Sahara dédiée à la France la manifestation de la force des liens qui unissent les deux pays. Quant à Kobena Kwasi Adjoumani, son homologue des ressources animales et halieutiques, il salue l'engagement de la France. Il est à noter que la France est présente au Sahara avec 38 entreprises à travers l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires, ADEPTA. Sur la question des tracasseries routières, tous les acteurs sont unanimes. La situation des opérateurs de la filière vivrière s'est nettement améliorée, mais les paysans et les commerçants sont toujours confrontés à de nombreuses contraintes dans les conditions d'approvisionnement et d'écoulement des produits, l'accès au crédit, au transport et à l'information. À Divo, un des principaux greniers de la PDU de Côte d'Ivoire, des réseaux d'échange essaient de répondre à ces préoccupations, mais leur incidence sur l'efficacité globale des circuits de distribution reste à démontrer. L'enseigne Bakayoko, Adama Kone. Offres dispersées et irrégulières, manque d'informations sur la disponibilité des produits, cherté du transport. Dans la région de Divo, la commercialisation du vivrier est caractérisée par un niveau élevé d'incertitude. Nous essayons de faire une mise en relation d'affaires entre les commerçants et les producteurs. Cette relation de mise en affaires se passe entre les grossistes et les coopératives. Mais souvent, il y a des petits grossistes qui viennent. Leur demande est tellement petite qu'on ne peut pas les confier à des coopératives. Pourtant, la question des débouchés reste le principal souci des paysans. Bon, on produit, on ne gagne pas les clients. C'est ça qui nous fatigue ici. Si on a gagné une usine ici, vraiment on sera content. Et ce n'est pas tout. Ce sont des produits périssables. Bon, souvent quand tu en as besoin d'obtenir ton prix de poisson, tu es obligé de payer une chose, couper la banane et puis venir vendre à prix bas. Alors qu'actuellement, c'est très bien que la banane s'achète chèrement à Abidjan. La collecte étant longue et coûteuse, parfois du fait du mauvais état des pistes villageoises, les grossistes cherchent à limiter au maximum les dépenses et à gagner du temps. Les femmes sont en majorité dans le domaine. Elles s'intéressent pour la plupart à la banane, au manioc, à l'igname et aux produits maraîchers. Elles assurent la recherche du produit, son groupage et le convoyage du chargement. La plupart des grossistes ne possèdent pas de véhicules et sont ainsi dépendantes des transporteurs. Je loue mon camion à 400 000. Dans la semaine, je peux faire 2 voyages. Malgré tout, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Par des circuits courts intégrant les détaillantes.
À Abidjan, l'activité des détaillants est principalement influencée par l'extrême faiblesse de leur capital commercial. On veut que le président quand nous fait quelque chose comme crédit, on va aller prendre l'argent pour venir vendre. Le transport urbain intermarché représente un coût particulièrement élevé dans l'ensemble des frais de redistribution. Une bonne partie du transport se fait encore par portage, ce qui limite les quantités pouvant être commercialisées. Du champ à l'assiette du consommateur, les difficultés du circuit de distribution du vivrier donnent souvent aux clients un arrière-goût amer quant au prix des produits. La direction générale de la SODEFOR, la Société de développement des forêts, a échangé récemment avec les opérateurs économiques du secteur bois. Il s'est agi de les informer sur la mesure gouvernementale visant l'interdiction de l'exportation du bois de grume. Les explications avec Francis Boifo. L'interdiction de l'exploitation du bois brut de petit diamètre rentre en vigueur le 1er janvier 2016. Cette mesure, prise par le gouvernement en 2014, vise à réduire la surexploitation de la forêt et particulièrement du bois. La Côte d'Ivoire exploite un peu moins de 2 millions de mètres cubes. Il fut des moments où nous sommes allés jusqu'à 5 millions de mètres cubes. Donc on a coupé plus qu'on en avait besoin. Conséquence, la ressource s'est amenuisée. Et comme la ressource est amenuisée, beaucoup d'unités aujourd'hui ont fermé parce qu'ils n'ont plus la matière première nécessaire. C'est pour cela justement que nous disons que maintenant, il faut aller vers une gestion beaucoup plus rationnelle. Avec cette mesure, l'État veut professionnaliser la filière bois et promouvoir les richesses forestières. Regardez au Sénégal, ils n'ont pas de bois, mais c'est eux qui exportent notre production transformée à Miami. Alors si on nous dit de rentrer dans la transformation, nous ne pouvons que saluer cette idée. Pour l'expérience que j'ai, il y a beaucoup de cette branche de notre métier qui vont arrêter. Parce que aujourd'hui, ils n'ont pas d'équipement industriel, ils n'ont pas d'unité de transformation. Ils achètent le bois en plantation, ils le mettent dans les camions, dans les conteneurs, ils l'exportent. Au cours des échanges avec les responsables de la Société de développement des forêts SODEFOR, certains opérateurs économiques ont plaidé pour la subvention des entreprises qui pourraient fermer. Reportage signé Marina Atta et Francis Boifo. La fondation Petrosi soulage les populations de plusieurs localités de l'intérieur du pays. Elle a offert 4 ambulances médicalisées d'une valeur de 140 millions de francs CFA. Une action sociale pour contribuer au bien-être des populations de ces localités qui transportaient les malades et blessés à moto. Une façon pour la fondation donc de partager le bénéfice du pétrole. La cérémonie de remise s'est déroulée hier matin dans la commune de Yopougon et c'était en présence de Mamadou Kwasi. Du Lac-Kédougou, une ville d'environ 20 000 âmes située dans le département d'Odiéné. Ici, le souci principal des populations, en majorité agriculteurs et éleveurs, c'est bien leur santé. Car faute d'ambulance, les malades et autres blessés sont transportés à moto jusqu'au CHR d'Odiéné, situé à plus de 110 km. Aujourd'hui, ces populations seront soulagées car leur centre de santé bénéficie d'une ambulance médicalisée toute neuve. Un don de la Fondation Petrosi dirigée par Virginie Touré Aya. En plus de Lac-Kédougou, 3 autres localités profitent de la générosité de cette fondation. Il s'agit des sous-préfectures de Bayota dans le département de Gagnoa, de Mbengue dans le département de Korogo, ainsi que la ville de Séguéla. C'est la mort de l'âme en tant qu'administrateur, en tant qu'élu, que d'apprendre que suite à un accident, que suite à un travail et tout, la personne en est décédée. C'est vraiment la mort de l'âme et c'est tout impuissant qu'on vivait ça dans nos différentes localités. Donc aujourd'hui, c'est un soulagement aussi bien pour la population que pour les administrateurs que nous sommes. Et aujourd'hui, vraiment, c'est des vies que la Fondation sauve. On ne peut que leur dire merci. La joie interne. Vraiment, nous sommes heureux. Le Kabadou est heureux. Coût total de ce don, 140 millions de francs CFA. Or, la Fondation Petrosi, ce don s'inscrit dans les actions de développement engagées par le président de la République, Alassane Ouattara. Celle de contribuer au bien-être des populations ivoiriennes et surtout celle des localités les plus éloignées. La remise de ces ambulances répond à un impératif vital, celui de combler l'absence de pareils engins dans les villes les plus reculées du pays afin d'aider à l'évacuation des malades
des blessés et des femmes en travail vers des hôpitaux adéquats pour recevoir les soins appropriés. Créée en avril 2008, la Fondation Petrosi mène des actions sociales sur le territoire national dans les domaines de la santé, de l'éducation et en faveur des personnes vulnérables. Hors de chez nous, 21 ans après le génocide qui a fait plus de 800 000 morts au Rwanda, la France vient de décider de la déclassification des archives détenues par l'Élysée. Elles pourront être consultées par toute organisation qui le désire. Longtemps accusée par le Rwanda d'avoir joué un rôle dans le génocide, la France compte ainsi contribuer à la manifestation de la vérité. Sylvie Touré. Plus rien n'interdit désormais l'accès aux archives de l'Élysée relatives au génocide rwandais. Paris a annoncé ce mardi la déclassification de ces archives. Elles pourront être consultées par toute organisation qui le désire. Cette annonce qui intervient le jour même de la commémoration du 21e anniversaire du déclenchement du génocide a valeur de symbole. Longtemps accusée par Kigali de complicité dans ce drame, la France veut montrer patte blanche. Les documents concernés comprennent des notes des conseillers diplomatiques et militaires de l'Élysée, des comptes rendus de conseils restreints de défense ou de réunions ministérielles. Le recensement de ces dossiers aurait commencé il y a un an. Le président François Hollande avait annoncé à cet effet que la France devrait faire preuve de transparence et faciliter le travail de mémoire sur cette période. Si la déclassification des archives de l'Élysée est saluée par des ONG telles que SOS Racisme et l'association Survie, celle-ci réclame tout de même d'autres déclassifications, notamment les archives diplomatiques et militaires. Entre avril et juillet 1994, quelques 800 000 personnes avaient été tuées en une centaine de jours selon l'ONU, des membres de la minorité Tutsi pour l'essentiel. Les massacres avaient débuté au lendemain de l'attentat qui avait coûté la vie au président Hutu, Juvenal Habyarimana, le 6 avril 1994. Aux États-Unis, un policier de Caroline du Sud a été mis en examen pour meurtre. L'officier blanc a fait feu à 8 reprises sur un noir. Le policier avait invoqué la légitime défense pour justifier son geste, mais l'affaire a été révélée par une vidéo mardi, par la vidéo d'un témoin. Cette nouvelle affaire survient quelques semaines seulement après les émeutes raciales de Ferguson et à la vague d'indignation qui a secoué le pays suite à la mort de Mike Brown. Sylvie Touré. Michael Slager, 33 ans, a été inculpé pour le meurtre de Walter Scott, un homme noir de 50 ans. Au départ, le policier a évoqué la légitime défense pour justifier son acte, prétextant que l'homme avait tenté de se saisir de son pistolet. Mais la véritable scène a été révélée ce mardi 7 avril par une vidéo réalisée par un témoin à l'aide d'un téléphone portable. Sur les images, la victime circulait le samedi 4 avril dans un véhicule avec un feu cassé. Arrêté par la police dans la ville de North Charleston, en Caroline du Sud, il sort de la voiture pour s'échapper. Rattrapé, il tente de s'échapper à nouveau. Le policier dégaine son arme et tire à 8 reprises sur la victime qui s'effondre. Les images contredisent la version du policier qui, à aucun moment, n'a été menacé. L'avocat de la famille de Walter Scott exprime sa joie face à la justice qui sera rendue. Nous regardions les informations lorsque le maire a annoncé que l'officier de police sera inculpé de meurtre. Tout le monde dans la maison a commencé à pleurer et à se prendre dans les bras. Cette information a apporté un court moment de soulagement et de joie. Pour la première fois depuis longtemps, un policier blanc allait être inculpé pour avoir tué un noir. Le policier assassin risque au moins 30 ans d'emprisonnement, sinon la peine de mort. Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement tendu. Ces derniers mois, les cas de ce genre se sont multipliés aux États-Unis, avec le même scénario. Un policier blanc qui tue un suspect noir. Le dernier cas en date est celui de Michael Brown, un adolescent de Ferguson, tué en août 2014 par un policier.
Un mot de sport pour terminer. Le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2017 de football, comme l'a annoncé la Confédération africaine de football. Hier, au 8 avril au Caire, c'est en Égypte. Le Gabon a été préféré à l'Algérie et au Ghana. La Libye devait organiser cette CAN 2017, mais a dû renoncer à cause des violences et de l'instabilité politique qui règne dans le pays. La 37e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football s'est achevée le mercredi 8 avril au Caire en Égypte. Au nombre des importantes décisions prises, le choix de la République du Gabon pour abriter la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Après tirage au sort, les 52 équipes engagées dans les éliminatoires pour la CAN 2017 ont été réparties en 13 groupes. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, hérite du groupe I avec le Soudan, la Sierra Leone et le Gabon. Pour leur premier match, les éléphants seront face aux Panthères du Gabon en juin prochain. Fin de ce journal. Suite des programmes. Matin Bonheur, Eric Sekongo. RTI 1, la chaîne qui rassemble.